Les 2 dernières années, comment ils ont démarré, les problèmes qu'ils ont eus et comment ils ont pu mettre tout ça bout à bout. Voilà, je vous passe le deuxième micro, je crois que vous faites un duo. Oui. Ça marche. Bonsoir, alors je suis Nicolas, responsable de l'équipe BI chez MAPI, et Florent est architecte chez DataBig en mission chez MAPI depuis 3 ans. Voilà. Et on va vous parler ce soir de notre expérience Hadoop. Les 2 dernières années, on a fait de l'Hadoop chez MAPI et Florent va vous expliquer comment Hadoop a pris la place dans la chaîne décisionnelle. Merci Cyril, parce que tu as énuméré tous les clichés par lesquels on est passé. Donc effectivement, on a commencé par poser les données dans le cluster, on a une approche hyper techno, on n'est pas très bon sur la stabilité en prod, un de nos utilisateurs est là, on est en temps différé, on ne donne pas de temps réel pour l'instant, on n'est que sur la donnée interne et on est dénormalisé. Par contre, on va peut-être faire comme il est. Alors, moi, je m'occupe de l'intro, je m'occupe du fonctionnel, Florent s'occupera du tech, du coup je vais essayer d'aller vite, lui laisser de la place. MAPI, j'ai pas besoin de vous le dire, vous connaissez déjà toutes les applis, vous l'avez tous, et en sortant d'ici, vous allez tous mettre 5 étoiles sur l'Apple Store ou Google Play, parce que ça marche, parce qu'on est français, et qu'il faut nous booster un peu, s'il vous plaît. On a 10 millions de visiteurs uniques chaque mois sur le web, sur le mobile, 40% sur le mobile à peu près, donc ça n'est pas tout à fait à jour. Je vous dis pas qu'on est super fort en carto, on est leader français, malgré d'autres acteurs. Par contre, je vous dis qu'on fait du POI, donc on peut chercher sur MAPI des hôtels, des restaurants, des cordonneries, des cordonniers, y aller et interagir avec la fiche, c'est important. Mais des POI, on en a 4 millions et on en parlera un petit peu après. On fait ça sur le web, sur le mobile. Voilà. Comment on le fait? Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de comment on fait, mais en gros, on a des applications qui appellent des serveurs. Des serveurs, il y en a à peu près 120 en prod. Et sur ces applis et sur ces serveurs, on se pose des questions. Des questions tech. Est-ce que le 4e serveur de plan est aussi performant que les autres? Il y a eu une map, est-ce que ça a eu un impact? Des questions métiers. Est-ce que l'application iPhone MAPI 2.3 est encore utilisée? Parce qu'il y a un bug dedans, c'est pas pratique. On aimerait bien changer les choses, mais voilà, il y a des problèmes de rétrocompatibilité. Et sur quel terminal elle est encore utilisée? Est-ce qu'on peut laisser tomber parce que c'est un 3G, un iPhone 3G? Des questions commerciales. Est-ce que les hôtels Booking sont beaucoup cliqués en ce moment? Est-ce qu'il faut plus les booster pour faire plus d'argent? Voilà. Ah oui. Et beaucoup des réponses à ces questions sont dans nos logs, les logs d'accès à nos serveurs. Donc nos serveurs, c'est des serveurs web presque normaux, qui écrivent des logs. Et ces logs, il y en a 150 gigas par jour. Ça paraît peu, ça paraît beaucoup, ça se discute. Mais voilà, 150 gigas par jour, Cyril, on ne va pas tous les garder toute la vie. Donc on est obligé de dégrader un peu la donnée. Donc on ne va pas faire ce que tu proposes. Et Florent prend la main pour vous expliquer comment en 2 ans, le traitement de ces 150 gigas par jour a évolué pour migrer en full Hadoop là, en ce moment. Donc du coup, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé cette mission chez MAPI, il y avait déjà une chaîne de traitement des log serveurs basée sur l'agrégation des logs était en Python SQL Server. Les données agrégées étaient dans une base SQL Server, et puis après il y avait des cubes OLAP assez traditionnels avec Microsoft Analysis Services et dont les données étaient après consultées avec Excel, le bon vieux Excel, et puis aussi éventuellement des PDF qui pouvaient être extraits. Cette approche, donc on va garder ce schéma, une approche traitement, donc agrégation des logs, stockage des données agrégées, le requêtage et puis la visualisation. Et on va voir l'évolution chez MAPI de cette chaîne-là. Voilà un peu le genre de présentation qui était déjà faite à ce moment. Et puis, il y avait un gros problème de lenteur, parce que on mettait à l'époque plus de 24 heures pour traiter 24 heures de données. 150 gigas par jour, on les traitait en plus de 24 heures. Donc clairement, c'était pas faisable. Du
coup, on ne pouvait pas traiter toutes les données. Et puis en plus, c'est une approche qui n'est pas du tout scalable. MAPI était un peu arrivé au maximum de la scalabilité verticale et c'était pas jouable. Excel, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus funky pour naviguer dans la donnée, donc on a envie de changer. Du coup, on a mis en place alors, je reviens, ouais, voilà. Pour vous fixer, au départ, on était parti sur une base de stats agrégée de 10 millions de lignes. Donc, SQL Server, pour ça, pouvait tout à fait convenir. Après, il y avait quand même pas mal de log serveurs à agréger, du coup, c'était trop lent. Alors, on a proposé un cluster Hadoop qui agrégeait les données, mais on a voulu conserver la chaîne BI traditionnelle pour mettre de l'Hadoop progressivement chez MAPI pour que ça fonctionne et puis voir les résultats. Donc on a conservé d'abord la chaîne SQL Server, puis Bolap, Excel, mais au départ, c'était Hadoop qui agrégeait les données. Alors là, je vous présente un peu, très rapidement, un peu l'enchaînement des jobs MapReduce. L'idée, c'est juste de voir que c'était... bon, on est parti sur MapReduce et puis Java, parce que les données de log server chez MAPI sont très différentes. Il y a des logs standards comme Apache, Varnish, mais il y a aussi des logs propriétaires à MAPI avec des ID qu'il faut reconsolider, etc. Donc Java MapReduce permet de faire un peu ce qu'on veut en entrée. Donc on a pu comme ça traiter les données. Et il y avait un souci de performance, parce que si on raisonnait simplement, on aurait fait un job par ferme, et puis il y a un pipeline de jobs, on aurait eu au moins 100 jobs MapReduce à lancer toutes les nuits. Pour des soucis de performance, on n'avait pas forcément un cluster très rapide, enfin avec 36 000 serveurs. L'idée, c'est de regrouper, pour maximiser les performances, de regrouper le maximum de choses dans chaque job MapReduce. Donc là, typiquement, vous pouvez voir, les nœuds bleus sont à chaque fois des jobs MapReduce. Vous avez en entrée déjà plusieurs types de données. Ça nous permet de faire, par exemple, des jointures. Et surtout, en sortie, vous avez aussi plusieurs types de données. On peut à la fois, dans un même job, agréger des stats serveurs et en même temps faire un filtrage, donc dégager des stats qui sont plus du suivi d'audience, éventuellement envoyer ces stats de suivi d'audience plutôt en haut vers une autre chaîne de traitement pour faire des traitements spécifiques à la nature de la donnée. Et comme ça, en 5 jobs MapReduce, on fait à peu près l'équivalent de 100 jobs. Et comme il y a des gros temps de latence en MapReduce, si vous l'avez mis en œuvre, vous êtes rendu compte que ça prend déjà 10 secondes rien que pour faire quelque chose qui renvoie quasiment rien. Et donc en regroupant les jobs, comme ça, en faisant le maximum de choses en Java dans chaque job, on a pu du coup aller beaucoup plus vite. Et après, les données agrégées sont montées dans SQL Server. Du coup, on est passé de plus de 24 heures à simplement 2 heures de traitement quotidien. Du coup, sur un petit cluster à l'époque de 4 serveurs, 32 cœurs. Du coup, ça convenait tout à fait. Et puis l'approche est tout à fait scalable. L'intérêt d'Hadoop, c'est que du coup, si on a plus de données en entrée, il suffit de rajouter des serveurs. Toute la partie dev n'est pas changée. Tout est entièrement scalable, cette fois-ci horizontalement. Alors, après, donc, l'intérêt de pouvoir agréger ces données rapidement, du coup, on a extrait les indicateurs, et là, on voit qu'on passe en stats agrégé à 450 millions de lignes, qu'on met toujours dans SQL Server. Et puis, progressivement, on nous a demandé de nouveaux indicateurs, d'enrichir un peu, extraire plus de choses, parce que les logs MAPI sont très riches, il contiennent plein d'informations très intéressantes. Et du coup, des nouveaux indicateurs métiers démultiplient un peu le nombre de lignes des tables de faits. Et puis, il y a eu un nouveau besoin qui est suivi de l'audience, un suivi d'audience des 4 millions de POI qui sont sur la carte MAPI. Effectivement, on nous a demandé d'être capable de traquer ce qui se passe sur les POI, comment on interagit avec un POI. Donc concrètement, combien de fois le POI a été visible en carte, combien de fois on a pu voir son adresse, combien de fois il a été cliqué, on a pu cliquer à l'intérieur, enfin interagir avec l'intérieur de la fiche, etc. Tout ça pour 4 millions de POI chaque jour, avec évidemment des stats par regroupement, un peu croisés, des trucs marrants, comme on peut faire chez Pajot. Du coup, on est arrivé vite à la conclusion que, bah oui, ok, on peut calculer, on peut faire des stats en MapReduce, mais en fait, il va aussi falloir travailler derrière, il a fallu travailler
sur la couche de data vise et la façon d'accéder aux données agrégées, entre guillemets agrégées. Et surtout, du coup, avec 460 millions de lignes, dans SQL Server, il fallait donc passer à une autre techno aussi pour stocker ces stats agrégées. Donc toute la partie SQL Server, Cubolap et puis Excel a été remplacée par une nouvelle chaîne. Donc on a conservé MapReduce pour agréger les données brutes, mais après on est passé, après avoir évalué différentes technologies, à Spark SQL, Spark SQL in-memory, pour traiter les requêtes qui sont soumises par un outil de data vise Tableau. On a aussi comparé plusieurs outils de data vise, et celui qui nous semblait un peu le plus riche, qui permettait le plus de fonctionnalités et qui correspondait le mieux à nos besoins, ça a été Tableau. Et c'était le plus marrant aussi, donc ça tombe bien. Du coup, on a une nouvelle archi. On a passé à l'occasion de passer à Hadoop 2, et donc qui est centré sur Yarn. Donc on a un peu notre Yarn, notre serveur d'application, et dessus on a différents types, on a en gros deux moteurs de calcul distribués. On a d'une part Spark SQL, et puis on a aussi toujours le Hadoop MapReduce. Alors, on a eu quelques problèmes. C'est aussi l'objectif de ce genre de rencontre, notamment la connexion entre Tableau et Spark SQL. Bon, au départ, Tableau n'était pas censé se connecter à Spark SQL. Spark SQL, c'est vraiment un projet très nouveau. Quand on l'a introduit, il était en version alpha. Donc du coup, de toute façon, il fallait un peu rebuilder. On a rebuildé Spark SQL, notamment le driver AF Server 2, qui permet en gros de fournir un driver ODBC à Tableau. On l'a rebuildé, on a patché des toutes petites choses, c'est peut-être une ou deux lignes, mais bon, il fallait quand même le faire pour que ça puisse fonctionner, pour que les deux se comprennent. On a aussi, de l'autre côté, au niveau d'Hadoop, on a rebuildé Hadoop pour avoir quelques algorithmes de compression qu'on voulait rajouter. Et donc au final, on a pu avoir une solution qui était orchestrée par Yarn. On a aussi rebuildé Spark SQL pour qu'il soit compatible avec Yarn, parce que la distribution officielle ne le supportait pas. Et on n'est pas parti non plus sur une Cloudera qui maintenant aussi inclut Spark, parce qu'on voulait vraiment la dernière version de Spark SQL. C'était vraiment assez critique. Et dès que ça sortait, dès qu'elle n'était plus en version alpha, il fallait la mettre, et ça nous permettait de corriger pas mal de bugs. Alors on a toujours conservé Hive, je ne sais pas si vous regardez, donc on a le MapReduce, on a notre code Java qui exécute donc du code MapReduce, et on a toujours un Hive et Spark SQL qui globalement sont compatibles, c'est-à-dire qu'il y a un metastore en commun entre les deux. Donc le metastore, c'est les métadonnées, c'est comme ça qu'on déclare les tables. Et l'intérêt, c'est que quand on déclare des tables en Spark SQL, eh ben, elles sont aussi visibles de la même manière en Hive. Alors pourquoi on a conservé Hive? Alors, vous allez voir après dans les différents benchmarks qu'on a pu faire, en fait sur des grosses jointures, parce que comme on veut justement dénormaliser, ça tombe bien la présentation d'avant, pour des soucis de performance, on a en effet dû dénormaliser. Les grosses jointures en Spark SQL ne passaient pas forcément, d'abord elles peuvent être plus lentes, et puis surtout parfois ça tombe tout simplement. Alors que Hive sur MapReduce est plus robuste, et ces jointures passaient. Donc voilà en gros globalement l'architecture Hadoop avec les différents composants. Maintenant on va un peu présenter justement le côté BI sur Hadoop. Donc le MapReduce nous agrège les données, il nous crée des tables de faits. Et puis, on fait des jointures avec donc, des tables de dimension, la BI classique. Et l'idée, évidemment, c'est, puisque Tableau... Alors, Tableau pourrait tout à fait requêter directement Spark, SQL, et faire les jointures à la volée. Mais pour des soucis de performance, cette approche, on s'est très vite rendu compte que ça ne pouvait pas du tout fonctionner. Et du coup, on fait les jointures d'avance en dénormalisant. Bon, l'intérêt de cette approche BI, c'est qu'on peut enrichir les données avec des indicateurs métiers, on peut faire des hiérarchies de dimensions, etc. Et du coup, avoir des données beaucoup plus faciles à naviguer après. Ces tables dénormalisées, qui sont exécutées, qui sont issues des jointures,
faites par Hive pour des soucis de robustesse. Après, on les monte dans Spark SQL. Et je dis on les monte parce que pour aller encore plus vite, parce qu'on a quand même pas mal de volumétrie, même sur les données agrégées, c'est pour ça aussi qu'on s'est orienté vers Spark SQL, c'est pour avoir des temps de latence le plus faible possible, notamment le concept d'in-memory. L'intérêt de Spark SQL, c'est que vous avez une instruction cache table, en gros, et puis vous nommez la table, et elle est chargée en RAM une bonne fois pour toutes. Et après, toutes les requêtes qui sont soumises sur cette table ne font plus aucun accès disque. Et il y a de la compression orientée par colonne, donc uniquement les colonnes utiles à la requête sont utilisées, et du coup on a des temps de réponse qui sont quand même nettement meilleurs. Donc voilà sur la partie BI. On s'est rendu compte d'un premier souci quand on a utilisé Tableau, et je pense que c'est un peu pareil aussi avec d'autres outils de DataVis, c'est que les requêtes générées par Tableau, ce n'est pas des requêtes générées par un être humain. C'est un programme informatique. Et lui, en fonction des actions d'utilisateur, peut générer ce genre de requêtes qui ne sont pas du tout optimisées. Vous avez des castes, notamment en haut, alors bon, c'est un peu de l'informatique, mais en gros, ça caste de la donnée dans des types différents, et ça consomme beaucoup de CPU. Notamment, on a des dates en timestamp, qui sont des nombres de secondes. On extrait le mois à partir de ce nombre de secondes, donc il y a l'utilisation d'un calendrier, et au niveau CPU, c'est des requêtes en fait très lourdes. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors voilà un peu déjà le gain apporté par Spark SQL par rapport à MapReduce, enfin Hive sur MapReduce, parce que Hive transforme les requêtes SQL en MapReduce. Vous avez par exemple un gain significatif, parce que si vous regardez entre 159 secondes et 59 secondes, on gagne beaucoup. Mais attention, ce sont des requêtes type générées par Tableau, c'est des requêtes en gros group by qui permettent de faire des agrégats. C'est ce que génèrent généralement les requêtes de DataVis faites par Tableau. Si on regarde d'autres types de... Enfin, il y a aussi le côté in-memory que je présente, le fait de Spark SQL, et puis on peut aussi utiliser le côté in-memory de Spark SQL. Quand on charge la table en mémoire, on va encore plus vite. Là, typiquement, on va 3 fois plus vite. 3 fois plus vite, ça peut paraître surprenant, ça pourrait être 10 fois plus vite aussi. Il se trouve que si vous avez beaucoup, là, typiquement ce genre de requêtes qui consomment beaucoup de CPU, eh bien, on ne gagne pas forcément tant que ça en in-memory. On va gagner qu'un facteur 3, alors que si c'est beaucoup plus léger au niveau CPU, on peut gagner un facteur 10. Pour le redire autrement, si on enlève les castes de la requête que vous avez vue avant, on descend de 21 secondes à 3 secondes à peu près sur la ligne Spark in-memory. Mais on n'enlève pas les castes puisque c'est ce que fait Tableau. Alors, ce qui nous a surpris, mais on l'a pris, on a dû le prendre tel quel, pour de grosses jointures, Hive 013 sur MapReduce est légèrement plus rapide que Spark SQL. Alors, il y a des optimisations qui sont faites au niveau des jointures, et des map join, enfin, il y a des choses qui sont faites au niveau de Hive qui sont probablement plus optimisées, et par rapport à Spark SQL qui a un projet assez récent. Et surtout aussi, il y a certaines jointures même qui passent carrément pas dans Spark SQL. On a des grosses jointures, il faut voir qu'on peut avoir une table de fait d'1 milliard de lignes, avec des tables de dimension de 4 millions de lignes. Parfois, ça peut être même 4 millions de lignes par jour, parce qu'on historise la base POI. Donc, c'est des jointures très lourdes qui peuvent passer uniquement en Hive sur MapReduce. Ces chiffres sont sur nos données, notre cas concret. Hein. Ça dépend complètement de vos datasets, on est d'accord. Alors, on était content avec cette approche, sauf qu'à l'utilisation, le problème c'est que la BI, ça doit être instantané. L'utilisateur Tableau, les analystes chez MAPI, ils interagissent avec l'outil, ils cliquent, il faut attendre, là vous avez vu 20 secondes, parfois il faut attendre plus, parfois c'est plusieurs minutes, alors, ils vont prendre un café, et puis à la fin de la journée, ils ont bu 50 cafés, ils en ont marre. Donc cette approche-là a quand même ses limites. On fait notre point de chiffre parce que nos données de stats agrégées, elles ont dérivé, on a maintenant 1,2 milliard de lignes. Plus on a mis en place d'outils pour accéder à la donnée,
plus on nous a demandé d'enrichir, de rajouter des colonnes, etc. Et c'est ce qu'on voit, c'est la dérive qu'on voit, on est passé de 10 millions à 1,250 milliard sur la stat dite agrégée. Donc on va peut-être se rapprocher de la donnée brute, on verra. Mais... Du coup, on a réfléchi comment résoudre un peu ce problème, et on a proposé donc à MAPI un projet, Galactica.io, qui va résoudre un peu ces problèmes de performance en préagrégeant les données. L'idée, c'est de construire des index sur cette donnée dénormalisée, bien sûr, toujours. On construit, on lui dit quelle colonne, quel groupement de colonnes on veut indexer. Et à chaque niveau dans l'index, des agrégats sont calculés à chaque insertion, donc ça marche un peu en temps réel. Donc on lui dit si on veut des sommes, si on veut des mines, des maths, des comptes distincts, et puis quel groupement de colonnes on veut indexer. Et ça se situe un peu, c'est compatible au niveau du driver, c'est en gros comme du Spark SQL ou de l'Impala ou du Hive, c'est-à-dire c'est compatible Hive Server 2, donc Tableau n'y voit que du feu, on va dire, il génère ses requêtes, Galactica les prend, si Galactica a les index qui permettent de répondre, il répond tout de suite, et là c'est vraiment quasiment instantané, on va voir les performances. Et sinon, il peut toujours, s'il n'y a pas l'index qui correspond, il peut toujours demander, passer la requête à Spark SQL in-memory qui peut répondre. Voilà. On a mis juin 2015. Galactica, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, qui est tout neuf, complètement POC. Donc voilà, à partir de juin 2015, on a réussi à brancher une table dessus. Maintenant, quand est-ce qu'on arrivera à le faire tourner concrètement en prod, on verra. Alors c'est vrai que c'est pas encore en prod, mais c'est assez prometteur parce qu'on a déjà, si vous voyez, en gros sur cette même requête qui prenait 21 secondes en Spark SQL in-memory, puisqu'une requête va être traitée avec un index et des agrégats, on tombe à 100 millisecondes, donc sans tricher, en prenant vraiment cette requête tableau et en comparant les technologies, on arrive à 100 millisecondes, donc c'est totalement instantané. L'avantage, c'est que du coup, si vous avez du MapReduce en même temps qui tourne pour traiter, faire du batch processing, les CPU sont à 100%, et vous pouvez quand même avoir une requête qui répond à peu près à la seconde dans Tableau. Donc au jour d'aujourd'hui, on est maintenant à 2,7 milliards de stats agrégés. C'est plus vraiment des stats agrégés. Mais du coup, on peut vous montrer aussi l'évolution un peu du nombre de stats agrégés. On est passé en octobre 2012 à 10 millions, donc à 2,7 milliards actuellement en fin mai, début juin. Et je continue à demander à Florent qu'une requête sur ce 2,7 milliards de lignes soit instantanée. Parce que moi, j'attends pas devant Tableau, ça m'agace. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, on a fait. Pour les questions, on va prendre le micro parce que c'est vidéo recordé, on n'entend pas les questions. Donc, alors, moi j'ai une petite question. Vous avez une culture BI au départ. Vous êtes trempé dans le jus Hadoop depuis 2 ans maintenant. Si vous aviez un conseil à donner pour ceux qui veulent se lancer. Personnellement, c'est plutôt l'inverse. J'avais plutôt un profil Hadoop. Et je suis plongé dans la BI justement plutôt chez MAPI parce qu'ils avaient des Cubolab. Donc, je ne sais pas trop donner de conseils là-dessus. Disons que c'est clair que vu les volumétries, il faut vraiment repenser les choses. Après, j'ai quand même le sentiment que le principe de la BI, des schémas en étoile, ça revient un peu au même avec des technologies différentes et avec la dénormalisation. Et globalement, des principes qui existaient il y a 10 ou 20 ans sont plus ou moins repris avec d'autres technologies sur Hadoop. D'accord. Question à l'Assemblée ? Le micro arrive.
Bonsoir à tous. J'ai une petite question avant la dernière slide où vous présentez Galactica. Oui. Ouais. Est-ce que juste avant de passer à cette phase de mettre du Galactica, vous avez pensé à faire du bench SparkQL et pas là? Même si je sais que vous êtes sur une version type A, une distrib, que ce soit Cloudera, Dorton ou de Mapper. Tout à fait. Bah, en fait, par rapport à Impala, tu veux dire Spark SQL, Impala, on a aussi, c'est vrai, comparé aussi à HBase Phoenix, qui là était encore plus lent. On envisage ces solutions, mais sur des grosses volumétries en nombre de lignes, avec des requêtes qui ont beaucoup de CPU. Si on prend même 1 nanoseconde le cast dans une requête comme ça, au final, ça ne répond pas à la seconde. Et le problème, c'est que quand on clique dans Tableau, il faut vraiment que ça soit instantané, sinon on perd très vite patience. Donc je pense que l'approche qui existait anciennement avec les cubes qui permet de préagréger les choses, dans ce genre de contexte, me semble un peu indispensable. Et ce n'est pas les approches un peu full scan qu'on peut avoir avec Impala ou Spark SQL Memory qui peuvent vraiment répondre à ce besoin, selon moi. Tu avais promis qu'on ferait un bench Spark Impala et on le fera sûrement. Nicolas, on Tout le est fera. prêt, donc T'inquiète, on le fera. Super, merci. Bonjour. J'ai une question moi aussi par rapport en fait, au rebuild dont vous avez parlé, aux différentes étapes Oui. de votre projet. Est-ce que en fait, par rapport à l'utilisation de Galactica, vous avez travaillé justement aussi à ce niveau-là, entre Tableau et Galactica, en tout cas à le faire fonctionner, ou c'était natif, Tableau se connectait directement sur... Non, en fait, Galactica est vraiment un projet très, très récent de dev, et du coup, Tableau, évidemment, n'a pas de driver Galactica. Mais en fait, on utilise le même protocole iServer 2 qui est un peu standard entre Hive, Impala et Spark SQL. Du coup, on prend la source de données, là on prenait la source dans Tableau, on prend la source de données Cloudera Hive, et on prend ce connecteur-là et ça marche avec Galactica, par exemple. Okay. c'est un dev interne, c'est un dev sur lequel on est en train de travailler. C'est un dev qu'on propose sur galactica.io, mais qui est très, très, très jeune et qu'on commence à mettre en place chez Mapi. Merci. À quoi ressemble votre cluster Big Data, du coup, en termes de puissance de calcul maintenant? Alors, on a donc un ancien cluster avec, on vous dit, 6 nœuds, mais 2 nœuds vraiment de calcul. Ça, c'est l'ancien cluster avec 32 cœurs chacun. Enfin, 8 cœurs chacun, donc ça fait 32 cœurs au total. Et là, on a un nouveau cluster avec 6 nœuds, chacun de 24 cœurs. Donc là, on passe tout de suite à 144 cœurs. Et 128 gigas de RAM par serveur. On n'a pas un cluster de 1000 serveurs, d'où l'intérêt d'optimiser les job MapReduce et d'avoir des agrégats précalculés pour répondre tout de suite. Okay. Ce qui choque à peu près chez RIP, c'est que on a exactement la même problématique au niveau de la volumétrie, et nous on est plutôt sur Impala, et on ne cache pas, hein, on est parti pas sur Impala, on est parti sur de Zoom Data, et on a des volumétries aussi volumineuses, et on arrive à des temps de réponse peut-être pas au dixième de seconde, mais en dessous de 21 secondes. Après, ce qu'il faudrait peut-être, c'est demander à Cyril un budget pour faire grossir le cluster. Bonjour Cyril. Et sinon, ça fonctionne très bien. Après, il faut aussi penser au partitionnement, etc., pour améliorer, etc., les performances sur Impala, etc. Mais nous, on est parti plutôt que sur ça, et ça donne des réponses assez satisfaisantes. Après, ça dépend beaucoup du type de requête. Il faudrait le tester avec des requêtes tableau qui consomment beaucoup de CPU.
Ça, ce serait très intéressant de voir. Alors nous, de toute façon, le bench avec Impala, il est en cours. C'est une techno qu'on a envisagée. Mais ça reste pour moi du full scan. Et bon, bah, de toute façon, ça atteint quand même assez vite ses limites si on a vraiment un très grand nombre de lignes. Après, le problème, c'est que Tableau stocke après de nouveau en mémoire. Non. Là, on utilise Tableau en délégation. Il y a deux modes dans Tableau. Il y a un mode en effet où il va charger les données en mémoire, mais c'est totalement infaisable avec notre volumétrie. Donc il y a un mode aussi de délégation, donc il soumet la requête live et il attend les résultats du cluster Hadoop, et à ce moment-là, il présente uniquement les résultats. Il faudrait faire avec du PO. Donc. Une dernière question, je vous rappelle qu'il y a une pause après, on pourra continuer à papoter. Une dernière question. Je sais pas qui. Pas deux alors. Bonsoir, j'ai une petite question sur la partie stockage et I/O, parce qu'on parle de performance, mais vous n'avez jamais parlé de la partie infrastructure de stockage. On parle des nœuds Hadoop avec la mémoire, le CPU. Derrière, vous parlez d'un EasyLearn. Comment ça se passe? C'est quoi les perfs? Qu'est-ce que vous faites avec l'EasyLearn à part ça? Alors, en fait, dans l'ancien cluster, on avait le stockage directement sur les serveurs. Et sur ce nouveau cluster, l'infrastructure MAPI a proposé d'utiliser une techno qu'ils avaient déjà, qui est donc un cluster de serveurs. C'est une sorte de NAS qui propose du HDFS. En fait, il propose plusieurs protocoles capables de faire croire que c'est du HDFS 1.0, 2.0, du NFS. Donc c'est une grappe de serveurs orientée stockage. Donc sur un seul nœud, vous avez par exemple 36 disques. Vous avez 6 nœuds et chaque nœud a 36 disques. L'avantage, c'est que vous avez du coup plein de disques en parallèle qui peuvent être utilisés. Donc si vous avez bien morcelé vos fichiers, enfin automatiquement avec Hadoop, le parallélisme sur les disques fonctionne très bien. Alors, on perd la localité des données, si cher à Hadoop, mais on y gagne aussi en nombre de disques. Alors c'est vrai que si on montait 20 disques sur chacun des nœuds du cluster, on aurait de meilleures performances. Simplement, pour un souci de moyens, on n'a pas forcément trop de disques on ne peut pas forcément avoir des serveurs avec trop de disques sur chaque serveur. Du coup, cette approche est intéressante. Notamment qu'on a par exemple nos deux clusters à l'heure actuelle qui pointent sur la même donnée. Et ce cluster de stockage peut même être utilisé par d'autres services MAPI qui font pas du tout d'Hadoop. Après, nos deux clusters Hadoop et notre cluster EasyLearn sont les uns à côté des autres. On n'a que entre 100 et 200 serveurs dans notre infra. Donc tout est au même endroit avec une 10 gigabits. Voilà, la bande passante entre ces serveurs est gratuite. Alors, d'ailleurs, on a benchmarké le passage justement à EasyLearn par rapport à un stockage direct sur chaque serveur du disque, et on gagnait un tiers de performance. Moi, je pensais que ça allait être l'inverse. Au départ, moi, je ne suis pas du tout friand de ce genre de possibilités, d'architecture. Mais comme on gagnait un tiers en performance, finalement, on n'allait pas être contre. Encore une fois, on n'a pas non plus essayé avec 20 disques sur chaque nœud sur notre cluster de calcul. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions.